Est-ce que vous saviez qu'il existe un lien entre l'industrie de la pêche et l'émergence de nouvelles routes migratoires? Que certains industriels provoquent le départ des pêcheurs côtiers d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe et profitent des conditions d'exploitation des travailleurs migrants? C'est l'objet d'un nouveau rapport de l'association Pleine Mer et de Transnational Institute qui viennent de sortir une étude à ce sujet en posant la question: quelles intersections entre industrie de la pêche et migration? Pour y répondre, je suis avec l'un des auteurs, Thibaut Josse, ingénieur agro-Alliot et chargé de mission à l'association Pleine Mer qui œuvre pour une pêche locale, équitable et durable via le développement de circuits courts. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. J'ai lu le rapport là, que vous avez sorti. Votre rapport, il dit que l'exploitation des travailleurs étrangers est un secret de polichinelle dans l'industrie de la pêche. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors, quand on dit que c'est un secret de polichinelle, en fait, c'est quelque chose qui est très connu dans les ports, en fait, à la fois par les personnes réfugiées et puis par les locaux. Par contre, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, qui n'est pas forcément très médiatisé. Donc, c'est-à-dire que c'est connu dans les communautés littorales, dans les communautés de personnes réfugiées, mais pas spécialement à l'extérieur de ces communautés-là. Parce que vous parlez d'intersection entre industrie de la pêche et personnes migrantes en Europe, de lien entre nouvelles routes migratoires et industrie de la pêche. Alors, vous parlez même de pêche illégale et d'esclavage moderne. Donc, tout ça, c'est quand même des sujets qu'on n'a pas l'habitude de lier et qui étonnent à première vue pour le grand public de faire le lien ou de mettre en relation ces sujets, pêche et migration. Vous dites donc les routes migratoires sont aussi le fruit de l'exploitation dans le secteur de la pêche. C'est bien cela? Dans ce mot intersection, il faut voir toutes les possibilités pour le secteur de la pêche et les routes migratoires ou les personnes réfugiées d'interagir. Et en fait, par exemple, la pêche industrielle sur les côtes d'Afrique de l'Ouest va en fait être une cause de migration. Et ensuite, ces mêmes personnes migrantes vont parfois travailler en fait dans le secteur de la pêche en Europe. Donc, il y a vraiment, des intersections au debout de la chaîne, à la fois au départ des routes migratoires, aussi sur les routes migratoires elles-mêmes, puisqu'on explique que pour certaines routes migratoires, les réfugiés ont traversé sur des bateaux de pêche, et ensuite à l'arrivée où de nombreuses personnes migrantes travaillent dans l'industrie de la pêche européenne. Comment vous en êtes arrivé à vous poser cette question et à étudier ces phénomènes? Je pense que c'est déjà des sensibilités personnelles forcément, et puis des rencontres qu'on a pu faire dans le secteur de la pêche et dans des organisations de réfugiés en Europe. Encore une fois, l'histoire de secret de polichinelle, c'est vrai que c'est un peu un non-dit dans le secteur de la pêche, où il ne va pas y avoir d'analyse systémique sur ces problèmes-là, et on va plus rester sur des cas individuels, etc. Et donc on avait envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus systémique et une analyse un peu plus large. Les accords de pêche européens, c'est un des aspects que vous pointez du doigt dans votre rapport. Vous dites qu'ils ont permis aux flottes industrielles d'avoir accès aux eaux étrangères, en particulier en Afrique de l'Ouest, ce qui met une pression sur les pêcheurs locaux, c'est bien cela? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? En fait, c'est vraiment très simple. Il y a une loi au niveau mondial en fait, qui dit qu'un pays qui n'est pas capable d'exploiter totalement ses ressources marines a l'obligation de négocier des contrats avec d'autres pays pour exploiter la totalité des ressources. Et donc, il y a de nombreux pays en Afrique de l'Ouest qui n'ont pas forcément de flotte industrielle. Et donc, l'Europe va venir, entre guillemets, proposer ses services pour exploiter les ressources marines de ces pays-là. Donc, c'est des contrats en fait, financiers qui vont être signés entre deux États, mais ça peut aussi être entre des entreprises et des États, pour exploiter les ressources en poisson dans les zones économiques exclusives de ces pays, par exemple en Afrique de l'Ouest. Et après, évidemment que ces flottes-là, si par exemple il y a moins de contrôle dans ces pays-là, ou si les débarquements sont faits à un autre endroit, etc., on observe qu'il y a énormément de surexploitation via ces accords de pêche-là. Et en fait, c'est aussi une exportation de la surcapacité. C'est-à-dire que des bateaux qui, en Europe ou dans des pays d'Asie, il y a trop de bateaux dans les zones économiques exclusives de ces pays-là, c'est trop pêché, et donc on exporte en fait une partie de ces bateaux-là dans des zones de pêche d'autres pays. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a un effondrement ensuite des stocks dans ces pays, et ça a pour conséquence, c'est un des facteurs clés des migrations ouest-africaines. Voilà, il faut garder en tête, c'est un facteur clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effondrement à chaque fois qu'il y a accord de pêche, il n'y a pas effondrement de tous les stocks, mais il y a clairement des impacts. Par exemple, en Mauritanie ou au Sénégal sur la sardinelle,
qui est en fait un poisson qui est à la base de tout le réseau trophique et toute la chaîne alimentaire. Et donc quand ces poissons-là sont exploités par des chalutiers géants, par exemple, hein, comme le Margiris, des chalutiers qui font plus d'une centaine de mètres quand même, on se doute bien que avec des capacités de pêche qui peuvent être démesurées, par exemple 200 tonnes par nuit hein, pour certains des bateaux, forcément que derrière les pêcheurs artisans, à la fois pour exploiter cette espèce-là, ça va être compliqué, mais ça va aussi avoir un impact sur tout le reste du réseau trophique et de l'écosystème, quoi. Le problème, c'est aussi que l'un des secteurs en Europe qui emploie de plus en plus de travailleurs en migrants, c'est celui de la pêche industrielle. Quelles conséquences ça a? Déjà, je pense qu'il faut regarder les causes, en fait. Pourquoi le secteur de la pêche en Europe emploie de plus en plus de travailleurs détachés ou de travailleurs migrants? C'est parce qu'en fait, il y a déjà des problèmes d'exploitation intrinsèques au secteur qui font qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie d'y travailler. Il y a beaucoup de gros bateaux industriels ou semi-industriels où, en fait, qui ont énormément de mal à trouver des matelots et qui sont en permanence en train d'appeler les matelots de tous les ports pour trouver du monde à embarquer. Et donc, comme les jeunes ne veulent plus faire ça, il faut trouver de la main-d'œuvre. On parlait tout à l'heure de la surpêche et de l'effondrement des stocks. Comme les stocks sont en moins bon état et qu'il y a moins de ressources, il faut aussi trouver une main-d'œuvre pas trop chère, parce que sinon l'entreprise n'est pas rentable. Et donc c'est pour ces deux raisons-là que l'industrie de la pêche européenne va employer énormément de personnes migrantes et de travailleurs détachés. Et là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, en fait, c'est ce qui génère les conditions qui forcent les personnes migrantes à migrer. Tout à fait. En fait, si vraiment on va jusqu'au bout du raisonnement, on observe que donc on a des bateaux européens qui, via des accords de pêche, peuvent aller travailler sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Du coup, on a des pêcheurs locaux qui se retrouvent sans ressources. Quelle peut être la solution? Ça peut être de migrer et de partir vers l'Europe. Et pour certains, quand ils se retrouvent en Europe, en fait, ils se retrouvent à travailler pour les mêmes entreprises de pêche qui exploitent les côtes d'Afrique de l'Ouest. Donc, en effet, on peut, via ce raisonnement, dire que cette industrie de la pêche, ce système de pêche industrielle, crée les conditions qui amènent les gens à migrer. Et ensuite, ces personnes qui ont migré se retrouvent à travailler dans ces mêmes entreprises-là. Dans le rapport, il y a un témoignage qui est assez flagrant d'une personne migrante sénégalaise qui donc est partie du Sénégal parce qu'il n'y avait plus de ressources de pêche, c'était un pêcheur. Et en fait, il s'est retrouvé sur un bateau européen à revenir travailler au large des côtes sénégalaises sans pouvoir débarquer et en fait surexploitant la ressource. Et c'était la cause pour laquelle il était parti, quoi. Donc c'est vraiment des témoignages assez troublants. Lui, il a fait un peu le tour du circuit, mais il faut quand même se rendre compte qu'en fait, si on prend chaque cas individuellement, c'est pas forcément chaque personne migrante qui va avoir été pêcheur, ensuite est parti sur un bateau de pêche, et derrière s'est trouvé à travailler dans l'industrie de la pêche européenne. Il y a aussi plein de cas hybrides, des personnes qui sont parties et qui faisaient pas spécialement de la pêche dans leur pays d'origine et qui se retrouvent dans l'industrie de la pêche européenne, des personnes qui étaient pêcheurs au départ et qui se retrouvent dans un autre pays, dans un pays européen, à faire complètement autre chose, mais qui s'organisent avec les personnes de leur ancienne communauté de pêcheurs. Il y a une grosse diversité de cas. D'ailleurs, vous écrivez dans votre rapport un circuit tragique et ironique. Pour vous citer, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On peut dire ça, mais je pense que quelque part, le serpent qui se mord la queue, il y a un côté, ça va s'arrêter, quoi. Alors qu'en fait, là, c'est tout bénef pour la pêche industrielle, on a l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, ils peuvent continuer à exploiter les ressources des pêcheurs artisans au large de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et ensuite, ils créent en fait, des conditions qui poussent les gens à migrer. Et derrière, ces personnes-là se retrouvent dans la même industrie de la pêche. Donc, c'est plus un cercle vicieux que le serpent qui se mord la queue. Mais il n'y a pas un risque d'épuisement quand même des ressources, de vider en fait ces eaux? Il y a toujours un risque d'effondrement des stocks et d'effondrement des écosystèmes, ça c'est clair. Mais en fait, c'est des bateaux et des entreprises qui ont de telles capacités qu'ils iront travailler ailleurs. C'est pas comme le pêcheur local qui a soit une pirogue, soit un bateau et qui va pouvoir travailler dans un rayon limité, dans la zone des 5000, dans la zone des 12 000. Là, on parle de bateaux qui peuvent traverser le monde entier. Le Margiris, à une époque, il va pêcher en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il va venir travailler au large de l'Afrique. Il va aller dans le golfe de Gascogne, en Manche. C'est des bateaux qui peuvent aller partout. Donc, en fait, une fois que ça s'effondre à un endroit, ils peuvent aller ailleurs. Il y a deux choses, je pense, dont on pourrait parler. Il y a à la fois, il y a des circuits, par exemple, là, on parle dans le rapport, suite à il y a une enquête du Guardian qui a prouvé qu'en fait, il y avait des armateurs irlandais qui, en fait, créaient des circuits de départ de l'Afrique vers l'Irlande
pour finalement employer une main-d'œuvre à bas prix sur leur bateau. Et ça, c'est des personnes qui ne sont pas forcément pêcheurs initialement, mais auxquelles on propose un contrat où on leur dit ben voilà, on va te payer un visa ou un passeport et en échange, tu travailles pour nous. Et derrière, ils arrivent en Europe et ils sont complètement piégés à devoir rembourser la dette. Et puis au contraire, on a des migrants anciens pêcheurs sénégalais qui se retrouvent en particulier à Barcelone. Et on parle dans le rapport du syndicat des Monteros, qui eux en fait sont ensuite vendeurs à la sauvette, quoi. Quand ils arrivent en Europe, ils sont plus du tout pêcheurs. Mais par contre, le fait d'avoir eu cette culture de communauté, etc., fait qu'ils vont s'organiser sur le terrain. Par exemple, eux, ils se sont organisés en un syndicat, une coopérative, pour pouvoir vendre leurs propres produits et pas dépendre d'un chef ou d'un capitaliste qui leur vendrait des produits qu'eux pourraient revendre. Donc à modifier en fait à s'organiser collectivement pour ne pas subir trop l'exploitation en Europe, quoi. Et vous notez également la responsabilité de l'Union européenne. Oui, bah c'est plus qu'une responsabilité, on parle de crimes organisés, de meurtres organisés. Je ne sais plus au niveau des chiffres, on est entre 20 000 et 27 000 personnes qui sont mortes, mais qu'on a réussi à compter. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre il est bien plus élevé. On ne peut pas le définir exactement. C'est sous-traité aux gardes-côtes libyens, aux gardes-côtes des pays africains, etc. Là, il y a eu des vidéos qui sont sorties récemment sur des gardes-côtes turcs qui tirent les bateaux. Quand les bateaux de réfugiés arrivent sur les côtes, ils les tirent à nouveau vers le large pour les laisser mourir au large. Et tout ça, c'est sous-traité par l'Europe. Donc oui, c'est sûr qu'on met clairement en cause l'Union européenne. Les accords de pêche, c'est pas uniquement avec l'Union européenne, et il y a aussi des accords bilatéraux entre pays. Au Sénégal, ils ont arrêté. Il n'y a plus d'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, parce que le Sénégal trouvait l'accord trop injuste, en fait. Sauf qu'il y a encore des accords avec des pays d'Asie. Et puis, il y a aussi des joint ventures, des entreprises où, en fait, les entreprises vont s'installer en étant administrées par des Sénégalais, mais avec du capital européen. Et donc, en fait, c'est des bateaux immatriculés au Sénégal, mais en fait qui sont contrôlés par des capitaux européens, asiatiques, etc., quoi. Donc il n'y a pas uniquement les accords de pêche, et le problème ne vient pas uniquement de l'Union européenne, ça vient d'autres pays qui sont dominants par rapport à ces pays-là. En fait, ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des sociétés étrangères qui s'établissent au Sénégal pour ne plus être considérées comme des sociétés étrangères, mais avoir le statut en gros sénégalais. Et ce sont ces mêmes sociétés qui réservent leur capture pour l'exportation vers l'Union européenne ? Oui, c'est exactement ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui existe énormément dans le milieu de la pêche. C'est-à-dire qu'on le voit au Sénégal, mais en Mauritanie, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une exploitation des petits pélagiques, donc des petits poissons bleus extrêmement forte par ce type d'entreprises qui sont en fait administrées par des Mauritaniens, mais dont les capitaux sont européens ou asiatiques. Et derrière, ce poisson, il est destiné soit à faire de la farine, qui va ensuite permettre de nourrir du saumon, qui va lui nourrir les consommateurs européens, ou directement exporté vers d'autres marchés, mais ne va pas pouvoir être consommé localement. Donc c'est de la protéine qui est perdue en fait pour les populations locales, et puis c'est de l'emploi qui est perdu pour les pêcheurs locaux aussi. Quand on a cette situation avec ces sociétés étrangères qui viennent s'installer dans le secteur et qui viennent vider les stocks pour l'exportation, finalement, est-ce que ce n'est pas l'économie entière d'un pays, d'une nation, celle du Sénégal, en l'occurrence, qui est menacée par ces sociétés étrangères ? On peut dire que ces sociétés étrangères et les accords de pêche bilatéraux menacent la pêche du Sénégal et donc menacent toute une économie. Surtout quand on dit 20% des personnes travaillent dans le secteur de la pêche. Il ne faut pas s'imaginer 20% de la population du Sénégal sur un bateau, mais il y a aussi toutes les personnes, toutes les femmes en particulier, qui font les activités, ce qu'on appelle post-harvest, donc avant la pêche, et puis après la pêche, la transformation, la vente, etc. Et donc tout ce travail-là est aussi menacé par ces dynamiques de surpêche, quoi. En fait, du coup, la situation dans ces pays fait qu'on se retrouve avec des pêcheurs artisans qui font faillite. Oui, complètement. En fait, on se retrouve avec des pêcheurs qui n'ont plus de ressources à pêcher. Et donc, de toute façon, une fois que le matériel de pêche et le carburant coûtent plus cher que le bénéfice qu'on fera de la vente de poissons,
ben, on arrête de pêcher, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, on se retrouve avec énormément de pêcheurs qui font faillite, en sachant qu'il y a d'autres problèmes qui sont pas forcément que liés à la surpêche. Il y a l'érosion du littoral, il y a la pollution, etc., le réchauffement climatique. Et donc, c'est des personnes qui vont pas avoir forcément d'autre choix que de migrer, tout simplement. Dans votre rapport, vous parlez aussi de pêche illégale, mais là, ce que vous me racontez, tout cela, ça a l'air légal. Il peut tout à fait y avoir un accord de pêche, par exemple un accord de pêche avec la Russie, qui soit parfaitement légal. Mais après, ce que va faire le bateau une fois qu'il sera en mer dans la zone économique exclusive sénégalaise, il n'y a pas forcément quelqu'un derrière pour vérifier si c'est légal, au niveau du maillage, au niveau des quantités qui sont capturées, etc. Donc en fait, on peut avoir des emballages légaux, mais à l'intérieur, énormément de processus qui sont parfaitement illégaux, quoi. Vous dites que finalement, on va aussi chercher dans ces pays une main-d'œuvre qui est peu chère et que les gros conglomérats, ils viennent recruter des pêcheurs des pays les plus pauvres. On voit l'exemple dans le rapport, et c'est terrible, l'exemple de l'Irlande. En fait, c'est une véritable prise d'otage, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on fait miroiter à des personnes qui sont en difficulté économique. On leur dit, voilà, tu viens dans notre entreprise, nous, on t'achète ton visa, et en échange, tu travailles pour nous. Donc, ce qui s'apparente quand même à du racket, hein, parce qu'en fait, une fois que les gens arrivent, le visa n'existe pas. Ils sont dans un pays de manière complètement illégale, donc en fait ils n'ont pas de droit, et du coup l'armateur, celui qui possède les bateaux, fait complètement ce qu'il veut avec cette main d'œuvre là. Là il y a des histoires où justement on dit aux gars de ne pas sortir du bateau quand ils arrivent dans le port, parce que sinon les gendarmes vont les attraper, quoi. Donc c'est vraiment, les gens vivent dans la peur et sont complètement opprimés et aliénés, en plus de conditions de vie à bord qui restent extrêmement difficiles. Ça reste un travail de pêcheur très physique, avec énormément d'accidents. Et le chiffre là en Grande-Bretagne, dans le rapport, 75% des personnes blessées en mer dans le milieu de la pêche sont des personnes migrantes, quoi, sont des travailleurs migrants. Donc on se rend compte aussi qu'en fait, le niveau d'exploitation qu'on va mettre sur des travailleurs migrants peut aussi être beaucoup plus élevé que celui qu'on mettrait sur la population locale, quoi. Sachant qu'il y aurait, parmi ces personnes migrantes à bord des navires, des contrats que vous qualifiez de vagues, voire d'inexistants. On fait vraiment miroiter aux gens en leur disant tu vas avoir un visa et tu vas avoir un passeport, tu vas pouvoir vivre en Europe, et en plus on te donne un travail. Et au final, ils arrivent, on leur dit bon, ben, t'es illégal, donc en fait, t'as pas le choix. Soit tu veux rester ici, tu bosses pour moi et je ne te paye pas ou très peu, et en plus tu n'as pas de visa, soit je te dénonce et là tu te retrouves en prison. Donc en fait, c'est vraiment une prise d'otage, hein. Les Français, les industriels français dans cette histoire, ils se comportent comment ? On a voulu faire des interviews en France avec certains armateurs qui ont plutôt décliné notre offre. Donc c'est assez difficile de se rendre compte. Après, pour avoir embarqué sur certains bateaux industriels en France, il y a des problèmes clairs d'exploitation des personnes migrantes et de racisme à bord sur certains bateaux industriels. Donc il y a des choses à dire en France aussi. Par contre, en termes d'informations quantifiées, je dirais qu'on a moins d'informations dans ce rapport. C'est extrêmement dur de faire ce travail d'investigation, en fait. Il y a de l'opacité ? Oui, complètement, c'est très opaque, quoi. En tout cas, quand vous dites que c'est un secret de polichinelle, c'est y compris donc dans les ports français et dans les navires français, quoi. Il y a des bruits de port sur justement des personnes, des situations similaires à ce qu'on décrit en Irlande, avec des personnes qui se font confisquer leurs papiers, qu'on emploie, mais au lieu de les payer à la part, normalement dans la pêche, le matelot il est payé à la part, c'est-à-dire qu'il est payé en fonction de ce qui est pêché, ce qui peut amener à des assez bonnes payes si le bateau pêche bien. Mais en fait, certains travailleurs migrants, on va les forcer à prendre un salaire fixe très faible, en leur disant que pour eux, c'est comme ça, quoi. Donc il y a des histoires assez sombres sur les certains armements industriels français, mais c'est difficile là d'avoir plus de choses tangibles par rapport à ça, quoi. Il y a deux choses à faire, à la fois poursuivre l'investigation, et puis aussi faire du travail de terrain, à la fois avec les pêcheurs locaux, et puis avec les pêcheurs, les travailleurs migrants, parce qu'en fait, comme on le dit aussi dans le rapport, c'est très dur de s'organiser quand on est déjà quand on subit le racisme systémique, quand il y a des problèmes d'illégalité, etc. Et donc il y a tout un travail à faire pour aussi peut-être
fédérer les pêcheurs, créer de la solidarité, créer de l'entraide. Tout ça, c'est des choses à réfléchir pour les prochaines années. Et récolter des données aussi auprès des industriels. Récolter des données auprès des matelots, auprès des personnes qui travaillent en mer, auprès des industriels, et mieux comprendre un peu tout ça, quoi. Super, je vous remercie. Bonne journée à vous, bon courage. Merci, à vous aussi, au revoir.